J'ai tué mon mari d'une balle dans la tempe, un soir de pluie battante à Paris, alors que les sirènes hurlaient déjà au loin comme un chœur de damnés. Ce n'était pas un accident, non. C'était une sentence que j'avais prononcée dans le silence de mon cœur, des mois plus tôt, quand j'avais découvert que l'homme que j'aimais avait volé ma vie, pierre par pierre, pour bâtir son empire sur mes ruines. Et le plus abject, le plus impardonnable, c'est que ma fille, Élise, âgée de 9 ans, était là, cachée sous le lit, ses petits poings serrés sur une peluche trempée de larmes, témoin muet de la chute d'un monstre déguisé en père. J'ai appuyé sur la détente sans trembler, mais c'est son cri, ce non strident qui a déchiré l'air, qui m'a rendu définitivement aveugle à toute pitié. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée en un labyrinthe d'ombre pour moi depuis ce jour fatidique où ma vue avait commencé à se brouiller. J'étais galeriste, une femme qui vivait des couleurs vives des tableaux impressionnistes, des éclats de Monet et des tourbillons de Van Gogh. Mon atelier, niché dans le marais, était mon sanctuaire, un havre où les odeurs de toile fraîche et de vernis se mêlaient à l'arôme du café noir que je sirotais en contemplant la Seine depuis ma fenêtre. Mais tout cela appartenait à un passé que je chérissais comme un rêve fiévreux. Mon mari, Antoine, architecte renommé, m'avait séduite 20 ans plus tôt avec ses promesses de tours vertigineuses et de vie partagée. Nous avions Élise, notre perle, une enfant aux yeux verts comme les parcs de Versailles, curieuse et vive, qui collectionnait les escargots dans des boîtes à chaussures après la pluie. Ce fut un matin d'automne, sous un ciel plombé de nuages bas, que le voile s'est déchiré. J'étais dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, les mains posées sur le marbre froid de la cuisine, quand Antoine m'a tendu ses papiers. « Chérie, signe ici, c'est pour notre bien », avait-il murmuré, sa voix suave comme un vin de Bordeaux millésimé. Ma vue, déjà altérée par une rétinopathie diabétique que je cachais par fierté. Car qui avoue sa faiblesse dans cette ville impitoyable? Rendait les lignes floues, des serpents noirs se tordant sur le blanc. J'ai signé, aveugle non seulement des yeux, mais du cœur, transférant à son nom la galerie, notre maison, et même les économies que j'avais amassées pour les études d'Élise. Il m'avait juré que c'était une formalité, une restructuration pour protéger notre famille des impôts voraces de l'État français. Mais Élise, oh ma petite Élise, avait vu. Cachée derrière le rideau de velours rouge, elle avait scruté les lettres minuscules avec ses yeux d'enfant aiguisés par l'innocence. « Non, maman !» avait-elle hurlé, sa voix perçant le brouillard comme un éclat de verre. Antoine l'avait giflé, un revers sec qui avait laissé une marque rose sur sa joue pâle, et m'avait rassuré d'un baiser sur le front. « Elle est fatiguée, ignore-la. » J'avais ri, nerveuse, attribuant son cri à un caprice. Quelle idiote j'étais. Ce soir-là, alors que la tour Eiffel scintillait au loin comme un phare moqueur, j'ai fouillé son bureau. Les documents n'étaient pas des protections fiscales, ils étaient des chaînes. Il avait détourné des fonds de la galerie pour financer ses maîtresses, une en particulier, une jeune avocate ambitieuse nommée Claire, qui portait des tailleurs Chanel et des sourires carnassiers. Pire, il m'avait fait endosser des dettes fictives, me rendant complice involontaire d'une fraude massive. J'étais l'alibi parfait, la femme aveugle qui signerait sans voir. La trahison s'est enracinée en moi comme une mauvaise herbe dans les jardins du Luxembourg. Antoine, avec son charme de loup déguisé en agneau, avait toujours su manipuler. Fils d'un industriel lyonnais, il avait gravi les échelons par des alliances calculées, des poignées de main dans les salons feutrés de l'Élysée. Mais derrière ce vernis, il y avait la pourriture, des pots de vin versés à des fonctionnaires corrompus pour décrocher des contrats d'urbanisme à la Défense, des nuits passées non pas sur des plans d'architectes, mais dans les bras d'une ribambelle de conquête. J'avais fermé les yeux, ou plutôt, ma cécité naissante l'avait fait pour moi. Jusqu'à ce que Élise, ma petite sentinelle, me murmure un soir, blottie contre moi dans notre lit. « Papa ment, maman. Il dit que tu es malade pour que tu signes tout. » Les jours suivants furent un tourbillon de doutes et de nuits blanches. Paris, avec ses boulevards haussés et ses cafés bondés, devint un décor hostile. Je marchais à tâtons le long de la Seine, mes lunettes épaisses glissant sur mon nez, évitant les regards des passants qui me prenaient pour une ombre errante. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic bourru nommé Lucien, qui puait le tabac froid et les regrets. Il m'a livré un dossier épais comme un roman de Zola, photo granuleuse d'Antoine et Claire en train de rire dans un bistrot de Montmartre, relevé bancaire montrant des transferts occultes vers des comptes offshore à Monaco, et le clou du spectacle, un testament falsifié où j'étais déshérité au profit d'une filleule imaginaire, en réalité le fruit adultérin de Claire. La rage, cette compagne fidèle des Français depuis la Révolution, s'est emparée de moi. Je n'étais plus la galeriste éthérée. J'étais une furie, une Médée moderne traînant son chariot de vengeance à travers les rues pavées. Mais Élise était mon encre. Elle dessinait des monstres avec des crayons de couleur, me les montrant fièrement. C'est papa, mais avec des cornes. Son innocence me terrifiait autant qu'elle me fortifiait. Comment protéger une enfant dans un monde où les pères dévorent leurs filles?
J'ai commencé à planifier, méthodiquement, comme on prépare un coup d'État. D'abord, feindre l'ignorance. Souris à Antoine lors des dîners aux chandelles, où il se gavait de foie gras en me racontant ses succès. Puis, rassembler des preuves. Lucien m'a aidé à pirater son ordinateur. Illégal, certes, mais la loi est pour les faibles, disaient les révolutionnaires. Un soir, alors que la brume automnale enveloppait Notre-Dame comme un linceul, Antoine m'a annoncé son départ. Je pars en voyage d'affaires à Lyon, mon amour. Sois sage. Sage. J'ai ri intérieurement, un rire amer comme l'absinthe. En réalité, il filait vers un hôtel discret du 16e, où Claire l'attendait, nue sous des draps de soie. J'ai suivi, guidé par le GPS que j'avais installé sur sa voiture. À travers la vitre embuée du taxi, j'ai vu leurs silhouettes enlacées, un tableau obscène qui a achevé de carboniser mon âme. De retour chez nous, Élise m'a trouvé prostré sur le sol, et c'est elle qui a murmuré « On va le punir, maman ?» comme dans les histoires. J'ai hoché la tête, et ce fut le pacte scellé entre une mère brisée et une fille trop tôt initiée aux ténèbres. Les semaines suivantes, je me suis plongé dans les bas-fonds de Paris. J'ai rencontré des informateurs dans des bars enfumés de Belleville, des ombres qui trafiquaient en informations comme en hashish. Antoine n'était pas seulement un adultère. Il était un escroc en chef, impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent via des chantiers immobiliers fantômes. Des ouvriers maghrébins exploités, payés en misère, tandis que lui sirotait du champagne avec des politiciens véreux. J'ai volé des documents, falsifié des signatures, ironie du sort, j'apprenais à trahir à mon tour. Et toujours, Élise était là, ma complice involontaire, dessinant des cartes au trésor qui menaient au secret de son père. La tension montait comme la crue de la Seine en janvier. Antoine rentrait tard, sentant l'odeur de Claire sur sa chemise, et me prenait dans ses bras avec une tendresse feinte. « Tu es tout pour moi », murmurait-il, ignorant que je comptais les balles dans le revolver que j'avais acheté chez un armurier discret de la Bastille. Ce n'était pas un meurtre impulsif, c'était une exécution. Mais le twist, ce qui rendrait cette vengeance si controversée, c'était que je n'agirais pas seul. J'avais un allié inattendu, Claire elle-même, qui, lassée d'être la seconde, m'avait contacté anonymement. « Il vous a trahi, mais il me trahira aussi », avait-elle écrit dans un mail codé. Ensemble, nous tisserions la toile. Pourtant, au fond de moi, une voix hurlait. Et Élise ? Elle verrait sa mère devenir un monstre. Mais la trahison d'un père est-elle moins monstrueuse ? Paris, avec ses fantômes de la terreur, semblait approuver. Les guillotines avaient dansé pour moins que cela. La nuit où tout a basculé, la pluie martelait les toits de zinc comme un tambour funèbre. J'étais assise dans le salon, les rideaux tirés sur la vue de la tour Eiffel qui clignotait au loin, un verre de cognac à la main, un Laroche que nous gardions pour les occasions spéciales. Élise dormait dans sa chambre, ou du moins le croyais-je, bercée par les contes de Perrault que je lui lisais chaque soir. Antoine est rentré à minuit, trempé, son pardessus goûtant sur le parquet ciré. « Quelle soirée infernale !» a-t-il grogné, se versant un scotch sans me regarder. J'ai souri, ce sourire de sphinx que les Français maîtrisent si bien, et l'ai attiré vers le canapé. « Raconte-moi, mon chéri, qu'a fait la grande ville aujourd'hui ?» Il s'est lancé dans un monologue vaniteux sur un nouveau projet à la Villette. Des tours écologiques, bien sûr, financés par des subventions européennes qu'il avait négociées avec un clin d'œil complice. Je l'écoutais, hochant la tête, tandis que mes doigts caressaient discrètement le revolver caché dans le coussin. Claire m'avait prévenu. Ce soir, il signerait le chèque final pour liquider la galerie, me laissant à la rue avec nos dettes. Et Élise ? Ai-je demandé doucement, ma voix un filet de soie tendue. Il a haussé les épaules. Elle ira en pension à Lyon, avec ma sœur. Mieux pour elle, loin d'eux. Tes problèmes de santé. Mes problèmes de santé. La cécité qu'il avait exploitée comme une arme, me forçant à dépendre de lui, à signer à l'aveugle. C'est alors qu'il a sorti son téléphone, un message clignotant. « Claire, rendez-vous demain pour finaliser. » Il l'a effacé d'un geste las, mais trop tard. J'ai bondi, plus vive qu'une chatte de gouttière, et lui ai arraché l'appareil. « Qu'est-ce que c'est que ça, Antoine ?» Ma voix, d'ordinaire un murmure cultivé, s'est brisée en un cri rauque. Il s'est levé, blême, et a tenté de m'amadouer. Rien, une collègue. Tu es parano, avec ta vue qui. Je l'ai giflé, fort, le son résonnant comme un coup de feu dans le silence ouaté de l'appartement. Ma vue, tu l'as utilisée pour me voler. La galerie, notre maison, Élise. Tu m'as fait endosser tes fraudes, tes dettes sales. Il a ri, ce rire froid des bourgeois parisiens face au scandale. Preuve, tu n'as rien. Et qui croira une aveugle hystérique contre un architecte respecté? C'est là que j'ai sorti le revolver,
le canon froid contre sa tempe. Ses yeux noisettes que j'avais aimés, se sont écarquillés de terreur pure. Marie, tu bluffes. Pose ça. Mais je ne bluffais pas. J'ai armé le chien, le clic métallique amplifié par le tonnerre dehors. Dis-moi la vérité, Antoine. Pour Élise. Il a bredouillé, les mots se bousculant. Oui, Claire était sa maîtresse, enceinte de lui. Oui, il avait falsifié les comptes pour s'enfuir avec elle à la Côte d'Azur. Oui, j'étais le bouc émissaire parfait, accusé de détournement pour couvrir ses traces. Et puis, le cri. Élise, surgissant de l'ombre comme un spectre, ses cheveux en bataille, les yeux emplis d'horreur. Non, maman. Pas papa. Elle s'est jetée entre nous, ses petites mains agrippant ma jupe. Antoine a profité de l'instant, me plaquant au sol, le revolver voltigeant hors de portée. Espèce de folle. A-t-il sifflé, me bourrant de coups. J'ai senti le sang couler de ma lèvre, le goût métallique de la trahison. Élise hurlait, un son primal qui déchirait l'âme. Dans la mêlée, j'ai rampé vers l'arme, mes ongles griffant le tapis perçant. Il m'a attrapé par les cheveux, me traînant comme une poupée brisée. Tu vas pourrir en prison, Marie. Pour tentative de meurtre. Mais Élise. Ma fille a ramassé le revolver. Ses mains tremblaient, mais son regard était celui d'une Amazone. Laisse maman. A-t-elle crié, tirant en l'air. Le coup a fracassé un vase Ming, des éclats de porcelaine volant comme des confettis macabres. Antoine s'est figé, et dans ce moment de stupeur, j'ai repris l'arme. Cette fois, pas d'hésitation. La balle a traversé sa tempe droite, un fleur rouge s'épanouissant sur le mur crème. Il s'est effondré, un pantin désarticulé, ses yeux vitreux fixant le plafond comme s'il cherchait les étoiles absentes de Paris. Le silence qui a suivi était assourdissant, rompu seulement par les sanglots d'Élise. Je l'ai serré contre moi, nos corps secoués de frissons, le sang chaud d'Antoine poissant nos vêtements. C'est fini, ma chérie. Il ne te fera plus de mal. Mais était-ce fini? Les sirènes approchaient, un cœur funèbre pour un homme que j'avais aimé et haï. J'ai attrapé le téléphone d'Antoine, effaçant les messages, et composé le numéro de Lucien. Nettoyez ça. Dites que c'était lui, le monstre. Le détective, complice par intérêt, a promis d'orchestrer la scène. Un suicide, maquillé en accident, avec des preuves pointant vers ses propres fraudes. Pourtant, au milieu du chaos, un doute s'insinuait. Élise, ma petite complice, avait-elle vraiment tiré pour me sauver, ou pour venger un père qu'elle haïssait déjà? Ses desseins de monstre prenaient un sens nouveau. Et Claire? Elle appelait déjà, ignorant le drame. Il est à vous maintenant, lui ai-je répondu d'une voix d'outre-tombe. La vengeance ne s'arrêtait pas là. Elle irradiait, comme les cercles concentriques d'une pierre jetée dans la Seine. Les heures suivantes furent un ballet macabre. Lucien est arrivé, escorté de 2 malfrats basanés qui ont emporté le corps dans une housse de chantier, direction une décharge anonyme aux abords de la banlieue. On dira qu'il s'est enfui avec une pute, emportant l'argent, a grogné Lucien, essuyant le sang avec un chiffon. Élise, choquée mais étrangement calme, a aidé à laver le sol, frottant avec une énergie maniaque. Comme dans les films, maman. J'ai pleuré alors, pour la première fois, réalisant que j'avais volé à mon enfant non seulement un père, mais son innocence. Le lendemain, Paris s'éveillait sous un soleil pâle, indifférent au drame. Les journaux titraient sur un scandale financier. Architecte disparu, soupçon de fraude. Mon nom n'apparaissait pas. J'étais l'épouse éplorée, la veuve aveugle interviewée sur France Inter, la voix chevrotante. Antoine était un homme bon, victime de ses ambitions. Les Parisiens, amateurs de tragédie, ont dévoré l'histoire, divisée entre pitié et suspicion. Certains murmuraient que j'avais su, que les femmes comme moi, cultivées, parisiennes, cachaient toujours un poignard. Mais la vraie tempête couvait avec Claire. Elle m'a confronté dans un café du Palais-Royal, son ventre arrondi sous un manteau Dior, les yeux rougis mais calculateurs. « Vous l'avez tué, n'est-ce pas » a-t-elle chuchoté, ses ongles manucurés tapotant la table. J'ai nié, bien sûr, feignant l'ignorance. Il m'a quitté pour vous, Claire. Mais dites-moi, saviez-vous pour les fraudes? Pour les ouvriers qu'il a ruinés. Elle a pâli, avouant à demi-mot son rôle. Avocate complice, elle avait rédigé les faux contrats. Il promettait le mariage. L'enfant. Un garçon, m'a-t-elle dit, un héritier pour l'empire qu'Antoine n'aurait jamais. C'est là que j'ai décidé de l'impliquer. Aidez-moi à le venger, ai-je menti. En réalité, je la piégeais. Ensemble, nous avons découvert des preuves, mais falsifiées, enregistrements truqués, pointant vers un complot plus vaste, impliquant un député influent, ami d'Antoine. La presse s'est emparée de l'affaire,
Un feuilleton à la Balzac. Trahison, adultère, suicide supposé. Claire, pensant se blanchir, a témoigné, mais j'avais semé des indices la désignant comme la grande manipulatrice. Les féministes criaient au scandale. Une femme piégée par un amant macho, tandis que les conservateurs la lapidaient comme une Marie-Madeleine moderne. Élise, entre-temps, s'épanouissait dans l'ombre. À l'école, elle excellait en histoire, récitant les exploits de Charlotte Corday avec un zèle suspect. Les tyrans doivent tomber, déclarait-elle à ses camarades, provoquant des plaintes de parents horrifiés. Je l'ai emmenée à Versailles, sous les allées de tilleuls jaunissants, pour lui parler de la cour. Les rois tombaient parce qu'ils trahissaient leur peuple. Elle a hoché la tête, grave, comme papa. La tension culminait. Un soir, Claire m'a appelé en larmes, la police perquisitionnait chez elle. C'est vous. Vous m'avez trahi. Oui, je l'avais trahi, comme Antoine m'avait trahi. Mais le twist approchait, celui qui diviserait les âmes. Lucien m'a averti, Antoine n'était pas mort. Le corps emporté? Un sosie, un clochard recruté pour l'occasion. Antoine vivait, caché dans une planque à Montreuil, attendant que la tempête passe. Il préparait son retour, pour me détruire définitivement. La révélation m'a frappé comme un coup de butoir au cœur de la comédie française, là où les passions se jouent en alexandrin sanglant. Antoine vivant, Lucien, ce traître aux mains calleuses, avait été soudoyé pour le faux suicide. Il m'a offert le double pour te laisser crever dans la misère, avait-il avoué au téléphone, sa voix rauque de remords ou de peur. J'ai raccroché, le monde basculant en un tourbillon de bile et de fureur. Paris, cette catin aux 1000 masques, riait de moi. Les marchés de la Bastille grouillaient de commérages, les boulangeries exhalaient des rumeurs sur la veuve folle qui a perdu la tête. Élise, sentant mon tourment, me collait comme une ombre, ses questions innocentes lacérant l'âme. Papa reviendra pour Noël, maman. Non, il ne reviendrait pas pour des fêtes. Il reviendrait pour danser sur ma tombe. J'ai fouillé les recoins sombres de ma mémoire, reconstituant le puzzle. Le sosie, un SDF que Lucien avait aidé avec une dose fatale d'héroïne, maquillé pour ressembler à Antoine. Les fraudes, pas seulement pour Claire, mais pour un cartel immobilier lié à la mafia corse, des villas blanchiment sur la côte. Antoine n'était pas un simple adultère. C'était un joueur d'échecs dans un monde de requins, et j'avais été la reine sacrifiée. Pire, Élise n'était pas sa fille. Un test ADN, caché dans ses papiers, révélait un père inconnu, un amant d'un soir, 10 ans plus tôt, lors d'un vernissage à l'orangerie. Il l'avait élevée comme la sienne pour l'image, pour le vernis social, mais en réalité, il la haïssait, cette bâtarde qui ne portait pas son sang. La rage s'est muée en un feu froid, calculé, comme celui des révolutionnaires de 1789 tramant dans les caves de la montagne. J'ai contacté Claire, feignant l'alliance, il vit. Aidez-moi à le trouver. Elle, enceinte et acculée, a mordu à l'hameçon. Nous nous sommes retrouvés dans un atelier désaffecté de Belleville, entouré de toiles déchirées et d'odeurs de térébenthine rance. Il m'a appelé hier, a-t-elle craché, ses yeux gonflés de haine. Il veut l'enfant, mais pas moi. Il dit que je suis usé. Ensemble, nous avons tracé son repère, un entrepôt à Pantin, gardé par des malfrats tatoués qui sentaient la sueur et le pastis. Mais Claire était un serpent, elle aussi. Au milieu de la nuit, alors que nous rôdions près de la Seine polluée, elle m'a trahi. Un appel anonyme à la police, Marie Duval, la meurtrière, est armée. Les gyrophares ont illuminé la nuit comme des yeux de diable. J'ai fui, trébuchant sur les pavés glissants, ma vue brouillée par les larmes et la pluie. Élise m'attendait à la maison, un mot dans la main. « Maman, papa est venu. » Il m'a emmené. Mon cœur s'est arrêté. Antoine, ce démon ressuscité, avait enlevé notre fille pour me forcer à capituler. La traque a commencé à l'aube, un périple infernal à travers la banlieue parisienne. J'ai volé une voiture, une Renault cabossée d'un garagiste complice, et filé vers Lyon, sa ville natale, où Lucien m'avait indiqué un safe-house familial. Les autoroutes défilaient, floues sous mes yeux défaillants, la radio crachotant des infos sur l'enlèvement d'une enfant par sa mère hystérique. Claire avait retourné l'histoire, me peignant en folle furieuse. Les Français, divisés comme toujours, débattaient sur les ondes. Les femmes opprimées deviennent des monstres, arguaient les uns. C'est une criminelle qui mérite la guillotine, rétorquaient les autres. À Lyon, sous le ciel gris du Rhône, j'ai infiltré la maison de sa sœur, une villa cossue au volet vert. Élise était là, enfermée dans une chambre d'enfant surchargée de dentelles, pleurant doucement. « Maman !» a-t-elle murmuré en me voyant grimper par la fenêtre, un couteau de cuisine à la main. Antoine surgit alors, un pistolet braqué. « Tu es prévisible, Marie. » Comme un mauvais roman. Il ricana, révélant le twist qui me glaça.
Il n'avait pas seulement volé la galerie, il avait saboté ma santé. Les médicaments pour mon diabète, délivrés par lui, dosés pour aggraver ma cécité, me rendant dépendante, manipulable. Tu étais si belle, si confiante. Je t'ai brisée pour te posséder. La confrontation fut un duel de mots empoisonnés, Élise comme otage muet. Libère-la, ai-je supplié, mais ma voix portait l'acier de la haine. Il refusa, exigeant que je signe un aveu de suicide pour la galerie. Une confession falsifiée où j'assumais toutes les fraudes. Et Élise, elle n'est même pas à toi. Son visage se tordit de mépris, une erreur de jeunesse. Mais elle servira d'appât. C'est Élise qui agit. D'un coup de pied, elle renversa une lampe, plongeant la pièce dans le noir. Dans l'obscurité bienvenue pour mes yeux affaiblis, j'ai bondi, le couteau s'enfonçant dans son épaule. Il hurla, tirant à l'aveugle, la balle frôlant ma joue. Nous avons fui, Élise et moi, courant dans les ruelles lyonnaises, le sang d'Antoine marquant notre sillage. De retour à Paris en train de nuit, caché sous des chapeaux et des écharpes, j'ai juré de finir le travail. Mais Claire nous traquait. Enceinte de 7 mois, elle avait rallié les flics, promettant des preuves contre moi en échange de l'impunité. La presse, ce cirque romain moderne, titrait « Affaire Duval, mère contre maîtresse, qui est la vraie victime ?» Les réseaux sociaux bouillonnaient, des hashtags justice pour Marie aux Claires innocentes, divisant la nation en camps irréconciliables. J'ai décidé de frapper au cœur. Infiltrant un gala de charité à l'hôtel de ville, Antoine y était attendu, blessure pansée, pour laver son honneur, je me suis fondu dans la foule de robes de soirée et de smoking. Élise, déguisée en petite invitée, portait un micro caché dans sa barrette. « Raconte tout », lui ai-je murmuré avant de la lâcher dans la salle. Sa voix enfantine, diffusée en direct via un tag de Lucien, racheté à prix d'or, a retenti « Mon papa a volé maman. Il m'a enlevé. Il n'est pas gentil. » Le scandale explosa, flash crépitant comme des coups de feu, Antoine arrêté sur scène, son visage livide sous les lustres de cristal. Mais le chaos trao approchait, controversé jusqu'à la moelle. Claire, sentant le vent tourner, avorta volontairement un « accident suspect », accusant le stress causé par moi. Les médias hurlèrent au meurtre moral. J'avais tué non seulement un amant, mais un enfant à naître. Les pro-vie manifestèrent devant notre appartement, tandis que les féministes me couronnaient martyr. Élise, traumatisée, commença à faire des cauchemars où elle tirait sur des ombres. « C'est moi la méchante maintenant ?» me demanda-t-elle un soir, ses yeux hantés. Antoine, en cellule à la santé, m'écrivit « Tu as gagné la bataille, mais pas la guerre. » Élise saura la vérité sur son vrai père, un drogué mort d'overdose. Le poison final. Ma vengeance, si méticuleuse, générait des monstres en chaîne. Le procès fut un opéra bouffe et tragique à la fois. Un spectacle parisien où les avocats en robe noire dansaient une valse macabre sous les lambris de la cour d'assises de l'île de la Cité. Antoine, menotté mais digne dans son costume sur mesure, niant tout, ma femme est folle, influencée par sa cécité et sa jalousie. Claire, témoin star, larmes aux yeux, jurant que j'avais comploté l'enlèvement d'Élise pour me venger d'un amour impossible. Les jurés, un mélange de banlieusards lasses et de bobos du Marais, oscillaient, divisés par les plaidoiries enflammées. Mon avocat, un requin nommé Bertrand, ancien de la Cour européenne, martelait « C'est lui le manipulateur », un Icare moderne tombé par sa propre cupidité. Élise témoigna, minuscule sur la barre des témoins, sa voix chevrotante captivant la salle. Papa m'a dit que maman était méchante parce qu'elle ne voyait pas bien. Mais c'est lui qui mentait. Il voulait me donner attente pour que je ne raconte rien. Un hoquet collectif. Antoine blêmit, son masque craquelant. Mais le twist, oh, ce twist qui enflamma les débats, survint quand Lucien, convoqué comme témoin, craqua sous la pression. Ce n'était pas un suicide. J'ai aidé à cacher le corps. Mais Duval m'a forcé. Mensonge éhonté, payé par Antoine depuis sa cellule. La salle explosa, cris de traître. Flash des journalistes, et moi, au banc des accusés, réalisant que mon allié s'était retourné. La vengeance, cette hydre aux 1000 têtes, se mordait la queue. J'avais piégé Claire, mais elle avait semé le doute. Des analyses ADN falsifiées montraient Élise comme sa nièce, suggérant un inceste familial tordu, pure invention pour me discréditer. Les tabloïds titraient « Inceste et folie, le secret des Duval », provoquant un tollé national. Des manifestations bloquèrent la place de la Concorde, pro- et anti-féminicides s'affrontant, tandis que des intellectuels signaient des pétitions dans le monde, Marie Duval, victime ou bourreau. Dans la nuit de la détention provisoire, à Fresnes, je complotais. Ma vue s'aggravait, le monde n'était plus qu'ombre grise, mais mon esprit était clair comme le cristal de Baccarat.
J'ai contacté un gardien corrompu, Paris regorge de tels vices, et fait passer un message à Élise, hébergée chez une tante bienveillante. Dessine-moi un chemin. Le lendemain, au tribunal, elle présenta un dessin. Une carte enfantine menant à un coffre-fort chez un notaire du 9e, contenant les vraies preuves, enregistrement d'Antoine confessant tout à Claire, y compris le sabotage de mes médicaments. C'est pour que maman voie clair, dit-elle innocemment. Le juge, ému, ordonna l'ouverture immédiate. Chaos. Antoine hurla. C'est du chantage. Elle a coaché l'enfant. Mais les bandes tournaient, sa voix suave avouant. Marie signe tout, aveugle comme une taupe. Parfait. Claire s'effondra en sanglots, avouant son rôle. Il m'a promis le monde, mais c'était un piège pour nous toutes. Le jury, ébranlé, délibéra 3 jours, Paris suspendu à leur verdict. Libéré sous contrôle judiciaire, j'embrassai Élise sur les marches du palais, flash aveuglant, ironie, nous entourant comme une couronne d'épines. Mais la haute tension persistait. Antoine, libéré sous caution grâce à ses relations, jura vengeance. Tu as ruiné ma vie, Marie. Élise paiera. Il lança une campagne médiatique, se posant en père abusé, finançant des documentaires biaisés sur Arte. Claire, brisée, se suicida, ou fut-elle poussée? D'un saut dans la Seine, laissant une note. Marie, vous avez gagné. Mais à quel prix? Les controverses enflèrent. Avais-je poussé une rivale au désespoir? Les psys débattaient de syndrome de Médée, les sociologues de la vengeance patriarcale inversée. Élise changea. À 9 ans, elle lisait Balzac en cachette, soulignant les passages sur la trahison. Les pères sont des rois, mais les reines les renversent, me dit-elle un soir, sous les lumières tamisées de notre nouvel appartement. Un studio modeste à Bastille, financé par les assurances de la galerie rachetée. Je l'ai serré, sentant le poids de mes crimes. Ma vengeance avait libéré Antoine de ses chaînes, le rendant plus dangereux. Un homme ruiné est un loup affamé. Le climax se noua un soir d'hiver, neige rare saupoudrant les toits. Antoine força notre porte, un couteau à la main, Élise comme à pas. Finissons en Marie. Un duel, comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps. Nos nuits d'amour aux Tuileries, je ris, amer, et sortis le revolver, retrouvé dans les décombres. Élise, cachée, cria « Non, pas encore ». Mais cette fois, c'était elle qui tenait une arme imaginaire dans son esprit, me poussant « Fais-le, maman. Pour nous ». La balle le frappa au ventre, pas mortelle, mais incapacitante. Il s'effondra, gémissant « Élise, ma fille ». Mensonge final. La police arriva, alertée par les voisins, et l'emporta, hurlant des promesses de revanche. Au commissariat, l'inspecteur, un vieux briscard nommé Moreau, me fixa. C'est de la légitime défense, mais le jury décidera. Vous divisez le pays, Madame Duval. Diviser? C'était le sel de la France, cette nation de factions, de querelles byzantines. Pourtant, dans l'ombre, un nouveau secret émergeait. Élise avait volé un document chez Antoine. Un testament récent, la léguant à moi. Pour que tu prennes tout, avait-il écrit, un dernier coup tordu, me faire passer pour l'héritière cupide. Twist ou repentir? Les débats rageaient, suicide économique ou manipulation post-mortem. Le verdict final tomba comme la hache d'un bourreau de la place de Grève, sous un ciel de plomb qui pleurait sur Paris. Acquitté pour légitime défense, mais avec une tache indélébile, Marie Duval, la veuve vengeresse, libre mais maudite. Antoine, condamné à 20 ans pour fraude et enlèvement, pourri à Clairvaux, écrivant des lettres venimeuses. Tu as volé mon âme, mais Élise saura que tu es un monstre. Les médias, repus, passèrent à d'autres scandales. Un ministre surpris en flagrant délit, une star du cinéma en déchéance, mais les cicatrices restaient. Notre galerie rouvrit, rebaptisée « L'ombre des Lumières », exposant des toiles sombres de Soulages, où le noir absorbe tout. Élise grandit, une adolescente aux yeux verts qui questionnait le monde avec une férocité philosophique. La vengeance rend-elle justice, maman? Me demanda-t-elle un soir, lors d'une promenade le long des Champs-Élysées, où les vitrines scintillaient comme des mensonges. Je n'avais pas de réponse claire. Ma vue s'était stabilisée, ironie, un traitement expérimental financé par les dommages et intérêts d'Antoine, mais l'aveuglement intérieur persistait. J'avais Gan Titaïcho en tas, portant le poids de ses crimes comme un manteau de plomb, et pire, j'avais initié Élise à la noirceur. Le twist ultime, celui qui hanta les dîners en ville et les chroniques du Figaro, survint des mois plus tard. Une lettre anonyme, Élise est ma fille. Antoine le savait et s'est vengé sur vous deux. L'expéditeur? Le vrai père, un artiste raté mort depuis, mais dont le testament laissait à Élise une fortune modeste.
assez pour l'université, ironiquement. Était-ce vrai? Un test ADN, commandé en secret, confirma, oui. Antoine l'avait su dès la naissance, l'élevant par orgueil pervers, pour punir mon infidélité passée. La révélation divisa. Certains virent en moi une victime absolue, d'autres une menteuse qui avait détruit une famille pour rien. Claire, dans sa tombe froide de Père-Lachaise, devint un fantôme accusateur. Son avortement? Pas accidentel, mais un acte de défi contre Antoine, et contre moi, la rivale éternelle. Les féministes se liguèrent pour un film Netflix, Les chaînes invisibles, où j'étais la protagoniste ambiguë, à la fois héroïne et vilain. Les critiques s'affrontèrent, un plaidoyer pour l'émancipation versus une apologie de la violence domestique. Pour nous, la fin fut un mélange de lumière et d'ombre, comme un tableau de Manet sous la pluie. Élise étudia l'art à la Sorbonne, exposant ses toiles, des monstres abstraits, cornes tordues et yeux aveugles. C'est notre histoire, dit-elle lors du vernissage, sa voix ferme. Moi, je voyageais. Provence pour les lavandes violettes qui ravivaient mes yeux, Bretagne pour les tempêtes qui reflétaient mon âme. Antoine mourut en cellule, d'une crise cardiaque, ou d'un empoisonnement suspect, murmura Théon. Sa dernière lettre, « Pardonne-moi, Marie. J'étais aveugle aussi. » Pardon? Paris ne pardonne pas. Il oublie, puis ressuscite les fantômes. Notre vengeance, controversée, UAM, avait libéré une mère et une fille, mais à quel coût? Les lecteurs ou auditeurs de cette confession choisiront leur camp, la justice d'une balle ou la paix d'un silence. Pour moi, dans le crépuscule du Pont des Arts, cadenas brisé jonchant le sol, je choisis la vie. Imparfaite, tachée de sang, mais nôtre. Et Élise? Elle rit maintenant, un rire de jeune femme, courant vers l'horizon. Non, plus jamais un cri de terreur, mais un défi au monde. C'est cela, la vraie revanche.